Rome est la ville la plus belle que je connaisse. 3000 ans d'histoire et d'architecture. Mais comme toutes les grandes villes, elle a un gros défaut, ce n'est pas une ville durable. J'essaie toujours de me déplacer en transport en commun, de marcher ou de rouler à vélo. Mais dans une ville comme Rome, faite de côtes et de descentes, ce n'est pas vraiment une solution. Combien d'entre nous sont prêts à faire de petits gestes pour aider notre ville? Parler de durabilité, c'est imaginer un avenir meilleur que le présent. Pour que cela devienne une réalité, il faut que chacun y collabore vraiment. Des techniciens, des politiciens, des hommes d'affaires, mais aussi monsieur tout le monde. Sans oublier des jeunes architectes et ingénieurs, mais surtout des grands visionnaires. Le concept d'empathie, des nouvelles relations entre les gens et une relation renouvelée entre l'homme et la nature. Le concept de biosphère, c'est-à-dire le fait de vivre dans une bande de 50 km qui nous englobe tous, nous et toutes les espèces vivantes. Le concept de participation, de production distribuée d'énergie. Le concept selon lequel on ne peut plus se limiter à être seulement des consommateurs d'énergie, mais que nous devons aussi en produire. Tous ces concepts font partie du plan directeur. Et le plan directeur est devenu un plan d'action. Un plan d'action qui... De ce grand projet pour Rome, que pouvons-nous vraiment mettre en place? Il y a certaines caractéristiques générales, deux aspects qui doivent changer, les bâtiments et la mobilité. Et si j'étais le maire d'une ville, j'investirais dans les bâtiments, et surtout dans la rénovation des bâtiments existants. Dans les années à venir, les bâtiments ne devraient plus consommer d'énergie. Ou mieux, ils devraient produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les technologies pour y parvenir existent déjà. Allez, par exemple, visiter le toit de la salle Nervi. C'est spectaculaire. Il a été rénové avec des panneaux solaires. L'économie d'énergie devient un instrument pour protéger l'environnement et le patrimoine culturel. Vous imaginez la salle Nervi? Nervi avait choisi des tuiles pour réfléchir les rayons du soleil. Mais elles étaient faites de béton. Et une fois abîmées, il a fallu les remplacer. On a alors eu l'idée simple, mais brillante, de les remplacer par des panneaux solaires. Toute l'énergie qui était autrefois réfléchie est aujourd'hui transformée en énergie électrique. On peut également faire de grands progrès en matière de mobilité. Je ne pense pas seulement aux voitures électriques. On peut faire beaucoup plus. Soyons clairs, le plan d'action a pour but de laisser les anciens modèles derrière nous, comme celui de l'utilisation du pétrole, et d'évoluer vers les sources d'énergie renouvelables. Mène-t-on actuellement des expériences pour résoudre le problème des transports? C'est la transition vers l'hydrogène qui réglera le problème des transports. Et nous devons la commencer maintenant. La technologie existe déjà. Je suis venu ici avec une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. C'est la seule à Rome. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Ce n'est pas une utopie. C'est un projet concret. Le mot-clé de cette transition, c'est « Ne nous contentons plus de consommer, produisons, soyons des prosommateurs ». Les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène pourraient certainement soulager la ville des émissions de CO2 que produisent les voitures à essence. Mais quand on avance aussi vite à pied que dans les embouteillages, ne vaudrait-il pas mieux retrouver le plaisir de marcher? Au niveau européen, les citoyens qui ont l'habitude de marcher représentent environ 20 à 25% de la population. En Italie, ils sont moins de 10%. Je pars à la découverte de l'avenir de Rome. Mais quand je m'arrête pour regarder l'architecture de la Rome antique et le modèle sur lequel elle a été construite, je ne peux que m'émerveiller. Il y a 3000 ans,
le grand architecte romain Vitruve décrivait une forme d'architecture adaptée à l'écologie, plus sensible aux caractéristiques naturelles du site qu'à la construction d'un concept abstrait. Et si le futur s'accompagnait d'un retour dans le passé pour redécouvrir des techniques et des matériaux de construction oubliés depuis longtemps? Quels matériaux pourraient réapparaître dans un futur proche? Parmi les matériaux utilisés autrefois, la paille constitue un bon matériau de construction. On peut acheter des bottes de foin directement aux fermiers et les utiliser comme des briques classiques. On enduit ensuite les murs de paille en utilisant la technique de l'opus signinum, héritée des Romains de l'Antiquité, qui permet de protéger les murs tout en les laissant transpirer. Ces murs de paille épais de 47 cm offrent une isolation thermique très efficace. Ils sont rapides à monter et c'est un matériau local. On en trouve chez nous. La paille est donc écologique à tous les niveaux de la chaîne de production. Nous sommes sur un chantier de Quadraro, à Rome. Il abrite le premier modèle de maison de paille dans un environnement urbain. Où peut-on apprendre à utiliser ces matériaux disparus? Nous organisons des formations sur nos chantiers. Mais ce ne sont pas des formations ordinaires. Elles prévoient la participation de jeunes professionnels dans la construction des maisons. Ils sont directement intégrés dans les travaux du chantier. Les matériaux anciens, mis à part les briques, sortent de la logique du marché, puisqu'ils sont plus chers et plus difficiles à trouver. Comment convaincre un propriétaire d'utiliser ces matériaux? Ce bâtiment, pour une efficacité énergétique égale, coûte moins cher qu'un bâtiment traditionnel. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une fois enduits, ces murs résistent très bien au feu. Un des aspects négatifs de la ville est son complexe immobilier. La grande majorité de ces bâtiments sont une catastrophe au niveau énergétique et technologique. Ils représentent une des principales sources d'émissions nocives et de consommation énergétique. Mais la périphérie a un potentiel énorme de changement et de rénovation que le centre historique n'aura jamais, à cause des contraintes architecturales et urbanistiques très strictes. Les toits de la périphérie romaine pourraient jouer un rôle très important. Ils pourraient par exemple servir de plateforme pour de splendides téléphériques. Le téléphérique est un bon moyen pour traverser une ville. Mais comment pourrait-on utiliser autrement ces toits? United Roofs est un projet qui vise à transformer les toits plats de la ville en espace de production locale de nourriture et d'énergie à 0 km. Rien qu'à Rome, on pourrait transformer 20 000 toits plats en un immense poumon vert. L'intégration de l'énergie solaire sur les toits est déjà une réalité. Mais j'ai entendu parler de potagers sur les toits à New York. C'est un projet envisageable à Rome. On a aménagé ce magnifique jardin suspendu sur le toit de cet immeuble il y a 10 ans. Il pèse la moitié du poids de l'ancien et coûte environ le même prix. La couche de terre fait moins de 10 cm d'épaisseur et on la cultive grâce à la méthode hydroponique. 2 peupliers ont pris racine spontanément et mesurent aujourd'hui 9 mètres. La ville de New York finance et fait la promotion des potagers sur les toits. Nous voudrions convaincre la ville de Rome de construire, sur le toit du Corviale, la plus grande ferme suspendue du monde. Nous installerions des serres photovoltaïques, un microparc à éoliennes, des laboratoires pour les services à distance, et un téléphérique ferait le trajet vers le métro et les transports le long du Tibre. Les jardins sur les toits offriraient d'énormes bénéfices. Les maisons seraient plus fraîches en été grâce à l'humidité des toits. Mais elles seraient aussi plus chaudes en hiver grâce à une diminution des pertes de chaleur. En plus, les toits verts absorbent les particules fines en continu. Grâce à l'humidité, l'herbe les capture et les retient.
Tout cela nous prouve qu'il ne suffit pas de faire son travail d'architecte pour être un bon architecte. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour et ne peut donc pas être transformée en un jour.